messieurs, bonjour et bienvenue sur For You Matin, votre programme au matinal disponible tous les matins sur For You Media Africa dès qu'il est 7h30. J'ai l'honneur d'être avec vous à la présentation et nous parlons du thème principal dont nous allons discuter bien sûr en libre antenne. Crise en RDC, Tshisekedi et Kagame attendus samedi à un sommet régional. Nous parlerons bien sûr des différents enjeux et qui, tournent autour de cette rencontre et même nous parlerons un peu, pourquoi pas avec vous, de tous ces événements qui ont tourné autour, les circonstances bien entendu qui justifient cette rencontre très attendue. Et nous parlerons ensuite en thème d'accueil ou avant de la guerre en RDC, Rwanda bien sûr, mais surtout de l'intervention de Diomaye Faye, le président sénégalais qui s'implique désormais pour un dialogue franc. Il a été avéré que le président sénégalais a décidé de mener une médiation. C'est vrai qu'il y en a eu, mais nous allons justement en discuter plus amplement. Une fois de plus, bonjour et bienvenue sur votre programme, la matinale de For You Media Africa. For You Matin, bienvenue. Encore une fois, encore et encore à vous qui nous rejoignez. Installez-vous confortablement devant votre média panafricain. Vous le savez, le mercredi, c'est la libre antenne, chers téléspectateurs et internautes de nos différentes plateformes Facebook, YouTube, Telegram, WhatsApp et j'en passe. Vous avez l'opportunité d'appeler pour discuter avec nous des thèmes choisis et même d'autres thèmes pourquoi pas, pour lesquels vous vous sentez à l'aise. Je l'ai dit, j'ai l'honneur de présenter cette édition du mercredi 5 février 2025 et je m'en vais vous donner encore une fois les titres ou le thème. Le thème principal, vous le savez, parle de la crise en RDC. Nous savons que le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Kagame sont attendus samedi à un sommet régional. Nous allons discuter ensemble des différents enjeux qui tournent autour de cette rencontre et qui tournent bien sûr autour de cette crise qui n'a que trop duré et qui pour beaucoup aimerait être achevée. Alors, en thème d'accueil, nous savons que le président sénégalais Diomaye Faye s'implique désormais pour un dialogue franc entre les deux parties. Nous l'avons dit il y a quelques instants, il s'agit du Rwanda et de la RDC. Nous savons qu'il y a un groupe armé tant fustigé, le M23 ou le groupe encore appelé le groupe du 23 mars, qui sème la terreur du côté du Sud Kivu, dans l'est de la RDC, et qui provoque le déplacement des populations en masse et qui n'en peuvent plus. Nous allons en parler bien sûr dans quelques instants. Eh bien, nous vous disions que le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a décidé de s'impliquer dans le dialogue entre les parties, les belligérants de ce conflit, de cette crise. Et il a fait savoir sur son compte X il y a quelques heures qu'il a eu des entretiens, je vais le citer, permettez-le-moi. J'ai eu des entretiens téléphoniques fructueux avec les présidents Paul Kagame et Félix Tshisekedi sur la situation préoccupante à l'est de la RDC, a déclaré Bassirou Diomaye Faye. On rappelle qu'il a indiqué qu'il souhaitait s'enquérir de la tournure des événements et explorer avec les dirigeants des deux États les possibilités d'un dialogue ouvert en vue de parvenir à une paix durable dans la région. Le président sénégalais a souligné que son pays restait déterminé
à assurer la stabilité et la sécurité en Afrique et dans le monde. Il faut également dire sur ce même sujet d'accueil que plus tôt, les événements nous ont fait savoir que les épouses des officiers des forces armées de la RDC et des forces de police ont organisé un rassemblement pour protester contre les actions du M23. On le sait tous, depuis l'année 2021, le M23 a pris le contrôle de vastes territoires dans l'est de la RDC. C'est ce contrôle qui provoque, je le disais tout à l'heure, des déplacements de milliers de personnes et une crise humanitaire. Nous en parlerons bien sûr dans quelques instants. La RDC et l'ONU accuse le Rwanda de soutenir le M23 en lui fournissant des armes et en déployant des troupes dans la province du Nord Kivu. Kigali, bien sûr, dément ces accusations, affirmant prendre des mesures défensives uniquement et accuse à son tour le Congo de soutenir les combattants des FDLR, des Forces démocratiques de libération du Rwanda. Et donc, c'est ce thème d'accueil que je viens de vous dérouler, sur lequel vous pourrez bien sûr donner vos avis. Nous allons vous donner les numéros de téléphone que vous pourrez composer afin de participer au débat tout à l'heure, une fois que nous aurons lancé quelques éléments de mise en contexte. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous pouvez appeler le 237 683 20 96 61. Je reprends, le 237 683 20 96 61, autant pour moi, ils sont affichés à l'écran. Et vous pouvez également composer le 237 693 58 96 68. Je vais reprendre le 237 693 58 96 68. On revient sur le thème principal avant de repasser au thème d'accueil. Et c'est vrai que ce thème principal va nous permettre de lancer le premier élément. Avant de prendre le premier appelant, vous allez nous permettre de le lancer. Alors, je parlais tout à l'heure du sommet conjoint de l'EAC entre les présidents Tshisekedi et Kagame, ou du moins qui ont signalé leur présence à ce sommet conjoint. Il est prévu les 7 et 8 février prochains, c'est dans quelques heures seulement, à Dar es Salaam, en Tanzanie. Cette annonce faite par le président kényan William Ruto intervient dans un contexte sécuritaire tendu, marqué par l'offensive du M23 au Nord Kivu. On l'a encore dit tout à l'heure, qui pour des raisons humanitaires a décrété un cessez-le-feu. La démarche des deux organisations sous-régionales vise à renouer avec le dialogue et éviter un embrasement régional. Nous allons parler des enjeux de ce sommet tout à l'heure, mais je pense qu'on va prendre le premier appelant parce que nous avons le signalement d'un premier appelant. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Nous vous écoutons. Allô? Oui, allô, bonjour. Ok, bonjour For You TV. Je commence à donner bonjour à la dame qui est là d'abord, que je ne connais pas. Mais je suis fan de Siki, Bala, Madone. Mon bonjour à tous les Cameroun. Bonjour. Je vais m'exprimer un peu. Bon, le sujet est vaste. Le problème du Congo, vraiment le président Tshisekedi, s'il était à sa place, à la rencontre, je vais donner un coup de poing au Frédéric là, qui est en train de voler tout l'or, tout le minerai du Congo. Et regarde comment il n'a pas grossi. Un voleur qui vole tout ça là, mais qui ne grossit pas. Je serai à la place du président Tshisekedi, j'allais boxer le président et rwandais lorsqu'on va se rencontrer d'abord, avant qu'on ne parle. On a vu qu'il y a eu des accords partout. Moi, je suis sahélien. Je suis sahélien, j'ai le cœur chaud.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au Mali, qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme accord avec les rebelles? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme accord? Qu'est-ce qu'on ne les a pas donné? Mais ça servait à quoi? Vraiment, le président Tshisekedi, moi, je crois qu'il est faible. Il n'a qu'à prendre les armes, que tous les Congolais meurent. Ça, ils vont bouter ces gens dehors. Et il faut vous citer le Rwanda derrière. Le Rwanda doit faire partie du Congo. C'est mon point de vue. Bon, en ce qui concerne un peu le Tchad, Idriss Déby, le fils Déby, je ne veux pas. Et puis au départ, je n'ai pas confiance en lui. Hein. Mais cette fois-ci, son action, je suis un peu d'accord parce que s'il ne fait pas rapidement appel à la Turquie, là, la France va toujours tout mélanger. La France va faire revenir les rebelles. C'est pourquoi il a rapidement mis. Sinon, je ne suis pas d'accord avec le fait de chasser la France et puis de venir prendre la Turquie ou un autre truc. Non, je ne suis pas d'accord. Mais s'il ne le fait pas, la France va tout de suite perturber. Vous avez vu que quand la Turquie a pris la bande d'AVG, tout de suite là, ils vont se calmer. Les Français, ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Macron est mauvais. Je ne sais pas comment est-ce que le bon Dieu a fait ce genre de type sur terre. Donc vraiment, bonjour à tout le monde. Merci. Tshisekedi, président Tshisekedi, pas de négociation. On va s'affronter. Il est grand, il est gros, mais il ne sert à rien vraiment. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous le premier appelant. Merci de nous avoir donné vos avis, d'avoir partagé ces avis avec nous. Si j'ai bien entendu, vous proposez, vous suggérez que l'Ouganda fasse partie du dialogue. Permettez-moi quand même de nous rappeler à tous que le langage doit être courtois et respectueux. C'est celui-là même que nous avons adopté sur nos différentes plateformes et médias. For You Media Africa, que vous connaissez très bien. J'entends un autre appelant qu'on va prendre. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, j'aimerais bien parler de la crise en RDC par rapport à la rencontre prévue entre Tshisekedi et Kagame. En fait, ce que je voudrais dire à l'encontre de l'idée du premier intervenant, c'est que la guerre n'a jamais profité à personne. La guerre, c'est peut-être un moyen ou alors la politique de d'autres États, comme certains penseurs le disent, mais la guerre n'a jamais profité à personne. Alors, de rencontres pareilles sont tellement salutaires, de rencontres pareilles sont tellement appréciables, de rencontres pareilles permettent de montrer que l'Afrique réfléchisse, permet de montrer que l'Afrique a une autre idée. En fait, de rencontres pareilles permet à l'Afrique de préserver ce qu'il y a de plus cher, c'est la paix. Parce que c'est cette... Allô? Le temps peut-être de... Cherche... Ah, d'accord. Nous vous écoutons, nous vous écoutons. Cette guerre-là, voilà. Oui, on a un problème de la connexion dérange apparemment, mais j'étais disant que c'est cette guerre-là qui fait en sorte que les autres États ou alors les États occidentaux soient toujours majoritaires ou parviennent à prendre le dessus sur nous. Alors de pareilles rencontres sont tellement bien peu. D'accord. Ça permet de renforcer la communication. Ça permet de renforcer la communication entre les États. Ça permet aux États de pouvoir revoir leurs idéaux. Alors, et sur le plan même géoéconomique, nous allons voir les États peuvent renforcer leur rapport économique, et ça va permettre à ce que l'Afrique soit grandissante ou alors cette partie de l'Afrique puisse grandir. Ça va permettre de limiter l'invasion par exemple française. Et puis il faudrait qu'ils s'asseyent, qu'ils puissent se dire des vérités, parce que l'un et l'autre sont en train de s'accuser. Vous allez voir, le Rwanda accuse le Congo d'avoir agi dans leur guerre, tout comme le Congo accuse le Rwanda
de faire intervenir, d'être des intervenants ou d'agir majoritairement dans cette évasion du M23 là. Alors il est impérieux qu'il puisse s'asseoir et pouvoir se dire des vérités, pouvoir dire ce qui est nécessaire, pouvoir sortir un nombre d'éventails, un nombre de solutions qui pourront permettre de résoudre définitivement cette guerre. Parce que nous allons le savoir, des groupes pareils ne sont pas bien. Des groupes pareils, il est autant mieux de les éradiquer dès à présent. Il est très nécessaire de rabrouer, de rudoyer ces groupes-là dès maintenant, parce qu'après, nul n'aura la maîtrise. Surtout que lorsque nous avons la prétention que ces groupes-là sont des filiales qui veulent agir pour l'État français ou alors pour les États occidentaux. Il est donc impérieux que les deux pays qui ne maîtrisent pas encore les enjeux profonds de ces groupes-là, de cette guerre-là, puissent arrêter cette guerre avant qu'il ne soit tard. Merci. Merci à vous pour votre contribution. Permettez-moi d'essayer un peu de vous reprendre. Alors vous dites, vous pensez, cher appelant, que cette guerre ne profite à personne. Et d'ailleurs, aucune guerre n'a jamais profité à personne. Et pour nous qui tenons notre continent cher, pour lequel notre continent africain est très cher, vous pensez que de telles rencontres peuvent renforcer les liens entre nos États, renforcer leurs apports économiques et bien sûr faire grandir l'Afrique? Permettez-moi de vous donner à nouveau les numéros de téléphone auxquels vous pouvez appeler. C'est la libre antenne aujourd'hui et vous pouvez discuter des thèmes que nous vous proposons et pourquoi pas d'autres thèmes d'actualité. Alors c'est le 237 683 20 96 61 et le 237 693 58 96 68. Avons-nous un autre appelant? Allô, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour à vous. Bienvenue. Bonjour à For You Media. Bonjour à tous les techniciens. Madame, vous voyez, merci beaucoup d'avoir me donné la parole d'exprimer sur For You Media. À propos du Congo, madame, pour les chefs d'État, il y a certains chefs d'État, on ne doit pas être couteau avec certains chefs d'État. Madame, je m'explique pourquoi. Dans un pays comme le les femmes, on assassine les enfants. Dans un pays, on assassine des enfants. Madame, on va aider couteau avec certains chefs d'État. Pourquoi? Certains chefs d'État en Afrique qui permettent, à cause de minéraux, à cause de la ressource, resource land, on permet des gens qui viennent assassiner des femmes, qui viole toutes certaines femmes qu'il veut, et le chef de l'État, il ne prend pas de mesures pour sécuriser, pour protéger ces femmes-là. Vous trouvez ça normal? Il n'est qu'en Afrique que certains chefs d'État peuvent permettre qu'on rentre dans leur propre pays, commettre toutes sortes de désordres dans leur propre pays, et puis il n'y a rien. Regardez le Grand Congo. Vous trouvez ça aux États-Unis ici? Un Africain qui vient ici, qui viole une femme en Amérique ici, il va suivre toutes sortes de lois. Mais un Américain qui quitte au Congo, qui quitte aux États-Unis, qui parle en Afrique, il peut aller tuer quelqu'un et puis aller violer une femme et puis rien. Vous trouvez ça normal? Et ces chefs d'État-là, on ne doit pas être couteau avec eux. Parce que je ne suis pas sûr que c'est un chef d'État. Quand on va violer, c'est pas mon souhait, mais quand on viole une soeur de président, il va prendre des mesures. Ce n'est pas mon souhait, que Dieu me pardonne. Mais il faut que les chefs d'État puissent travailler pour pouvoir protéger leur propre peuple. Il ne faut pas qu'à chaque fois, on vient... Regardez le Congo. On parle de négociations. C'est comme si tu as ta femme t'a fait des enfants. Le voisin qui vient, qui rentre, qui viole ta femme et puis il tue ton enfant.
Il revient encore qui tue un autre enfant. Il revient encore qui tue un autre enfant. Et puis on appelle ceux de Soudan, les pasteurs, les monseigneurs de venir te parler, on va négocier. Vous allez négocier quoi? Il faut t'armer pour pouvoir protéger ta maison. Tu dois protéger ta maison. Le Congo doit faire la guerre. Allez négocier quoi? Le président, c'est être incompétent. You know me? So, ça fait mal. Dans un pays comme le Grand Congo, tous sortent de richesses dans leur propre pays. Et à chaque fois seulement, c'est aller négocier. C'est aller à Rwanda pour cesser dans ton propre pays, pour cesser la paix. C'est comme si tu as ta maison, quelqu'un vient, qui tue ta femme, qui tue tes enfants, et puis on t'appelle sur le basé de venir discuter. Tu vas aller? Il faut que les chefs d'État d'Afrique puissent protéger au moins leur propre peuple. C'est ça qu'on appelle un chef d'État. Il faut protéger les femmes. Tu dois protéger les enfants. Enfin, tu vas aller négocier avec ceux qui violent les femmes, ceux qui assassinent les enfants. Le président, c'est pas la peine. Il faut qu'il prenne des mesures pour pouvoir sécuriser le peuple. Il faut faire la guerre. Jésus-Christ ne peut pas sauver le Congo. Parce que depuis que ceux même des soldats, est-ce que Jésus-Christ est un Congolais? Il faut faire la guerre. Il faut faire la guerre. C'est pas l'heure de prière. C'est pas l'heure de la musique. Il faut faire la guerre. Le Congo doit s'armer. Il doit armer le peuple. Le peuple doit aller combattre. Comme ce que l'OIS a fait. On ne peut pas aller réunir les pasteurs, les labés, les quoi encore de venir parler de la paix. Et puis on vient. Non, ça fait mal. Les prêtres, où est les quoi là? Ils étaient là-bas quand on violait les femmes, non? Depuis des années, qu'elles prient, on continue de violer les femmes. La prière, c'est partout où? Est-ce que la prière a pu arrêter un jour qu'on ne viole pas les femmes au Congo? Il faut faire la guerre. C'est la guerre qui peut sauver. Madame, il n'y a pas deux solutions au Congo. Ni aller cesser la paix ailleurs, ni aller cesser. Il faut faire la guerre. Et c'est la force qui va imposer la loi. C'est la force, souvent c'est la force. Utiliser la force pour pouvoir mettre l'ordre dans les désordres. Ce n'est pas cesser la paix. Vous allez cesser la paix des gens qui violent les femmes, qui assassinent des enfants. Ça fait mal. À chaque fois, c'est l'Afrique. À chaque fois, c'est l'Afrique. Vous avez vu les Roumaniens qui sont venus au Congo, qui ont assassiné les Congolais. On les a tous rapatriés en Roumanie. Vous trouvez ça normal? Est-ce qu'un Africain qui parle en Roumanie, qui fait ça, est-ce qu'il va devenir vivant? Madame, je laisse la parole à d'autres personnes. Ça fait mal au Congo. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Quand tu vois dans ton pays, en Afrique, qu'il n'y a qu'en Afrique qu'on viole les femmes, ça fait mal. Ça fait mal. Il n'y a qu'en Afrique que quelqu'un peut prendre une arme pour tirer sur les enfants. Ça fait mal. Et puis, de la paix. On parle de négociation. D'accord. Merci à vous, chers appelants, d'avoir donné votre avis. Vous, en revanche, pensez qu'il n'y a que la guerre qui peut imposer la loi. Vous pensez également que les pays devraient pouvoir se défendre, auraient ou doivent avoir le droit de se défendre, de défendre leur population. Et vous insistez sur les femmes et les enfants. C'est vrai qu'ils font partie des couches les plus vulnérables de toutes les sociétés. Et vous dites qu'il n'y a qu'en Afrique que ce genre de drame se produit à chaque fois et vous en avez marre, vous en avez ras-le-bol. Par contre, permettez-moi de vous dire, chers téléspectateurs, que oui, nous ne cautionnons pas ce qui se passe en RDC, notamment dans le cadre de cette crise. Bien sûr que non. Justement, il nous est permis d'échanger, de proposer des solutions. On peut être en colère, mais bien sûr, on peut exprimer sa colère en toute courtoisie et en tout respect. On peut exprimer son ras-le-bol, on peut exprimer tout ce que l'on veut qui nous procure des sentiments négatifs concernant la situation, sans toutefois être désagréable ou négatif. On peut discuter en tout respect. J'entends un nouvel appelant. Bonjour. Allô? Allô? Un nouvel appelant au bout du fil. Allô? Bonjour. Bonjour madame, merci. Bienvenue. Vous m'avoir donné la parole. Je vous appelle Laurent. Et la RDC. Ça fait plus de
ce que fait l'Union africaine et même les autres présidents de l'Afrique. Et ce problème, en Europe ici, personne n'en parle. Même s'ils en parlent, c'est partiellement. Et cette rencontre entre Kagame et Tshisekedi, je ne sais pas de quoi ils vont parler parce que moi, j'ai écouté que le Rwanda a des accords avec les Européens, même Tshisekedi. Donc, je ne sais même pas la conclusion de cette rencontre. La seule chose, c'est qu'il faudrait que tous les Africains se lèvent. Parce que c'est un conflit qui fait référence à toute l'Afrique de mon point de vue. Parce qu'il y a des millions de personnes qui sont mortes. Donc, en fait, toute l'Afrique doit se lever, en fait. Parce qu'en voyant ce qui s'est passé ici avec l'Ukraine et la Russie, j'ai vu comment les Européens parlent de ça tout le temps. Mais actuellement, personne ne parle du Congo. Personne. Et aucun chef d'État de l'Afrique, aucun. Normalement, les 54 pays de l'Afrique devaient se lever. Et je n'arrive même pas à comprendre. Et je vous remercie pour tout ce que vous faites. Franchement, et merci et bonne journée. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée également. Bonne journée, bonjour à vous qui nous rejoignez à peine à ce programme, votre matinale For You Matin. J'ai un autre appelant. Bonjour et bienvenue. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Alors peut-être quelques perturbations en attendant. Alors bonjour madame. Oui, bonjour. C'est moi Ndiaye. Monsieur Ndiaye. Ndiaye. Enchanté. Je suis un Sénégalais. Nous écoutons. Je voulais participer sur votre débat là. Parce que maman, on dit que la guerre n'est pas bonne pour l'Afrique. On doit regarder la méthode pour poser les choses sur la table. Mais si on refuse les négociations entre RDC et Rwanda, ce n'est pas bien. Parce que nous, on n'aime pas la guerre. Non, on décide d'avoir la paix. C'est la paix qui est nos souhaits. L'autre qui est rentré, qui parlait là, il ne sait pas les choses qu'il dit. Parce que la guerre, on ne sait pas c'est quand ça finit. Seulement, on sait le moment il a commencé. Un pays comme le Congo, il faut regarder. Bon. La deuxième fois, les certains qui est venu s'asseoir dit qu'on veut certains Maliens qui va aller s'asseoir en Côte d'Ivoire, qu'il ne fait pas qu'on a qu'à sortir à la CDA. Il y a les circulations de libre. Les circulations de libre ne jamais exigées au espace CDAO. Moi, j'ai voyagé plusieurs pays de CDAO. Si ce n'est pas le Burkina Faso, il n'y a pas un pays qui a accepté des livres de circulation de biens. N'importe quelle frontière qui est arrivée avec ton passeport ou bien ton carte d'identité, tu vas payer l'argent au Mali, au Sénégal, au Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, partout. Moi, j'ai voyagé plusieurs pays depuis 2013. Moi, j'ai voyagé presque 2009 même que j'ai voyagé plusieurs pays de l'espace CEDEAO. Ici, là, que je peux féliciter ancien président burkinabé Blaise Compaoré. Parce que quand ils ont fait un rayon après, j'ai oublié l'année là même, ils ont fait un rayon à Burkina ici, qu'on a qu'à laisser enlever tous les postes de contrôle là, sauf les frontières et frontières. C'est le Burkina seulement qui a respecté ça. Si tu sors Burkina et Mali, Burkina et les choses là. Chaque pays là que c'est forcé qui va payer, qui a accepté, qui n'a pas accepté qui va payer. Ils sont en train de dire on n'a même pas besoin et là que les Maliens pour leur travail là.
Donc, il n'a qu'à nous dire ça. S'ils n'ont pas autre chose là, nous, on est fini, on est déjà fini, on ne va plus retourner à la CEDEAO. Merci, bonne journée, For You Media. Merci à vous. Bonne journée également. Merci à M. Ndiaye qui a commencé par nous donner son avis. M. Ndiaye depuis le Sénégal. Et puis nous avons eu, vous l'avez remarqué, un autre appelant. Alors, M. Ndiaye qui pense, comme certains, bien sûr, les avis sont partagés. M. Ndiaye pense qu'il faut la paix et la guerre ne profite jamais à personne également. J'ai un autre appelant. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Allô? J'appelle du Cameroun. Oui, nous vous écoutons. Vous pouvez y aller, nous vous écoutons. Allô? Oui, allô? Nous vous écoutons, vous pouvez y aller, allez-y. Allô? Allô? Prendre un autre appelant. Allô, bonjour. Bienvenue. Allô? Oui, allô. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Merci. Nous vous écoutons. Pour cette thématique-là, la RDC, c'est vraiment triste de pouvoir en parler ainsi, parce que d'aucuns disent que c'est vrai, nul ne peut vouloir une guerre, mais si une guerre t'est imposée, tu es obligé de la faire. Tu ne peux pas faire autrement que ça. Voilà. Une guerre a été imposée à la RDC par le Rwanda. Donc, je pense que cette guerre-là, la RDC se doit de la faire. C'est vrai, bien, on parle des morts. C'est vrai que nous ne voulons pas de morts, mais ça nous est imposé. Ils ont tué combien de personnes ne sont-elles pas mortes en RDC, dans cette région-là? Et hier, j'ai écouté sur For You Media, il y a un Congolais qui a appelé, il appelait de Goma. Mais il a décrit les atrocités que les M23 et choses qu'on appelle le Rwanda ont commis là-bas. Et ça, personne n'en parle. On couvre ça, on cache ça. Les médias occidentaux cachent et couvrent ça. Et ils veulent nous montrer un bon visage des M23 et du Rwanda. Ce n'est pas vrai. C'est un véritable massacre et génocide qui sont en train de perpétrer en RDC. Et donc, par conséquent, je pense qu'il n'y a pas raison de vouloir tergiverser pour dire qu'une déclaration de guerre est une déclaration de guerre. Kagame n'a pas négocié pour déclarer la guerre à chose qu'on appelle à la RDC. Non, non, non. Elle a envahi la RDC. Donc la RDC se doit de se défendre. C'est vrai que je ne suis pas d'accord avec la politique de Tshisekedi. C'est vrai que je ne suis pas d'accord avec ce monsieur-là. Mais pour l'heure, là, nous sommes obligés de faire front avec lui pour pouvoir combattre choses qu'on appelle le Rwanda et ses supplétifs des M23. Parce que le Rwanda est le bras séculaire de l'OTAN dans cette zone-là. Et donc, c'est vrai, d'aucuns disent que la guerre n'est pas bonne, c'est vrai, la guerre ne profite à personne, mais ce qu'ils font là-bas, là, vous pensez que ça ne profite pas à quelqu'un? Ça profite aussi aux Occidentaux. Vous pensez que ça ne profite pas à quelqu'un? Ça profite à Kagame. Sinon, si ça ne lui profitait pas là, est-ce qu'il allait la faire? Il n'allait pas la faire. C'est parce qu'il profite de cette guerre-là, c'est pourquoi il l'a fait. Donc ne dites pas que la guerre ne profite à personne, elle profite à ceux qui ont déclaré la guerre. Et donc, par conséquent, pour que la RDC soit libre, elle est obligée de se défendre. Elle est obligée de se défendre. Voilà. Et la M23 qui prétend ce qu'on appelle un cessez-le-feu autour de tout ça. Moi, je pense que ça, là, c'est pour jeter la poudre aux yeux des gens. On a bien écouté le discours du président burundais. Le président burundais a été clair. Il a été clair et concis. Combien de fois n'ont-ils pas proposé des solutions au M23? Jusqu'à vouloir même eux-mêmes ont choisi des localités où ils veulent être recasés. Et tous ces caprices-là, les gens ont accepté ça.
Maintenant, où on doit vous mettre en caserne maintenant, vous déclenchez subitement ce qu'on appelle des hostilités. C'est pour dire que ces personnes-là, ils ne font pas franc jeu. C'est parce qu'ils ont compris que toute la région s'est levée et que vraiment, si ça continue comme ça, ils vont avoir du feu sur leur dos. Donc, c'est pourquoi ils font semblant de vouloir faire un cessez-le-feu. Mais moi, je pense que la RDC ne doit pas vraiment écouter ce cessez-le-feu-là. Si elle a pris sa décision de faire la guerre, qu'elle combatte, et jusqu'au Rwanda même. Parce que la dernière fois, j'ai écouté une chose qu'on appelle le monsieur, docteur Yantiba. Il a dit des choses qui sont vraiment pertinentes. J'ai écouté aussi Jonathan Batengene. Il a dit des choses qui sont pertinentes. Ceux qui parlent de paix, on a vu ça encore, la rébellion s'est levée. Le président Babo a voulu mater cette rébellion. Tout le monde s'est levé. Il dit non, il faut discuter, il faut discuter. Mais la discussion nous a amené où? La discussion nous a amené où? Eux-mêmes, les Occidentaux, c'est pas ce qu'ils disent. Une rébellion, ça se mate. Pourquoi ils ne vont pas en négociation avec les Al-Qaïda et autres qu'ils ont créés? Pourquoi ils ne vont pas en négociation avec eux? Pourquoi ils ont refusé que Zelensky négocie avec Poutine? Pourquoi ils l'ont refusé? Et c'est aujourd'hui que vous voulez imposer cela et choses qu'on appelle au Congo. C'est vrai que ça va créer, mais il n'y a jamais eu de guerre sans mort. Hein. C'est vrai que ça va créer des choses, mais s'ils ne le font pas, ça va continuer. Ça serait un perpétuel recommencement. Dans ce cycle-là, il faut que la RDC brise cela par la guerre, par la puissance. Au feu, il faut répondre au feu. Voilà. Merci et bonne journée. Merci à vous. C'est nous qui sommes honorés de recevoir vos avis, chers appelants. Vous pouvez bien sûr nous dire depuis quelle partie du monde vous nous appelez pour nous donner vos avis. Les numéros de téléphone sont affichés à l'écran. Vous pouvez bien sûr discuter du thème d'accueil ou du thème principal ou de tout autre sujet d'actualité qui vous tient à cœur, dont il vous tient à cœur de donner votre avis. Alors tout à l'heure, le dernier appelant, lui, insiste pour que la guerre soit menée. C'est une guerre qui a été déclarée selon lui et beaucoup d'autres à la RDC par le Rwanda. Et la RDC a le droit de se défendre, quitte à ce qu'il y ait des pertes en vie humaine, parce que toujours, lorsqu'il y a la guerre, il y a des pertes en vie humaine. Et il a été noté, observé que toutes les médiations qui ont été faites jusqu'ici, qui ont été engagées jusqu'ici, l'intervention des organisations sous-régionales et même internationales, les Occidentaux notamment, ces médiations diverses n'ont abouti à aucune solution favorable à la fin de ce conflit, à la fin de cette crise. Alors, nous savons que la France, à un moment donné, est intervenue en termes de médiation internationale. C'est d'ailleurs la première puissance occidentale à avoir déclaré que le Rwanda était le soutien du M23. Ça a été le cas également à un moment donné pour les États-Unis. Eh bien, chacune de ces interventions s'est avérée infructueuse. Eh bien, nous allons revenir au thème principal. Permettez-nous de mettre un élément. Alors, j'ai un appelant. Bonjour et bienvenue. Bonjour, madame. Allô, bonjour. Alors, je voudrais intervenir ce matin, avec votre permission. Bien sûr. En disant que nous assistons là à un crime qui se passe à l'est de la RDC. Et comme vous le saviez, dans un crime, il y a deux acteurs principaux. Il y a le commanditaire de crime et la victime. Le troisième acteur, qui n'est pas très important, c'est l'exécutant du crime. C'est la main qui exécute le crime. Et lorsque nous voulons mettre fin à ce crime, il faut créer un rapport de force entre la victime et le commanditaire. Tant qu'il n'y a pas ce rapport de force, alors celui qui a organisé le crime
va chercher à atteindre ses objectifs. À l'est de la RDC, le commanditaire de crime, c'est l'Occident impérialiste. Les objectifs, c'est dépouiller la RDC de ses matières premières, comme ils le savent faire un peu partout à travers le monde. La victime directe, c'est le peuple congolais et l'Afrique. Et donc, Kagame, qui est à la tête du Rwanda, ce n'est qu'une main exécutoire, c'est lui qui exécute le crime. Et donc, si nous voulons mettre fin au crime congolais, il faut créer un rapport de force entre l'Afrique et l'impérialisme occidental. Ce rapport de force-là ne peut être créé par le peuple africain, puisque c'est lui le roi. Malheureusement, nous sommes dans le système néolibéral où il y a ce qu'on appelle la déontologie communicationnelle. On a mis tous nos enfants qui ont été à l'université au pas et ils doivent respecter la déontologie communicationnelle de la gouvernance. Parce que si tu ne parles pas comme eux, tu n'es pas civilisé, tu ne dois pas gouverner. Ce qui fait que nos gouvernants mettent le peuple à l'écart et se font isoler par les lions impérialistes. Donc à ce moment-là, eux, les gouvernants, n'ont pas les moyens de créer un rapport de force. Et comme le peuple est tenu à l'écart, vous n'aurez aucune élite qui peut sensibiliser le peuple. Le prêtre préfère se taire, l'imam préfère se taire, le professeur du lycée préfère se taire, le professeur d'université préfère se taire, et on maintient le peuple à l'écart de ce combat. Et donc, nous sommes dans une forêt de jeunes où les lions isolent leur proie. Les proies sont nos chefs d'État et les lions, ce sont les multinationales occidentales. Et un à un vous abattent. Et c'est ce qui se passe. Regardez, que va dire l'exécutant Kagame au président congolais, la victime? Rien. Rien de bon ne va filtrer. Ne soyons pas naïfs. Nous savons que c'est l'Occident impérialiste qui veut les matières premières du Congo. Est-ce que Paul Kagame a eu un mot à dire? Regardez comment ont-ils fait pour rendre Kagame fort par rapport à la RDC. Quand on fait tomber Mobutu, on crée la rébellion, on désarme l'armée congolaise, on la met sous embargo et personne ne parle, une armée désarmée, pendant qu'eux financent les rébellions, arment les rébellions, arment le Rwanda. Vous voyez? Donc l'armée congolaise n'a pas pu bénéficier, n'est-ce pas, d'un armement capable lui permettant de défendre sa patrie. Donc à ce moment-là, nous devons faire ce qu'on appelle une révolution. C'est-à-dire dire la vérité au peuple. Leur dire que ce n'est pas Kagame qui vous fait la guerre. Kagame n'est qu'un exécutant. C'est l'Occident impérialiste. Il faut que le peuple soit sensibilisé. Mais personne ne sensibilise le peuple. C'est ça le mal. Je vous ai dit que l'élite universitaire n'a pas été formée pour développer l'Afrique, mais pour accompagner l'impérialisme. Si on sensibilisait les masses, mais partout à travers l'Afrique, on devrait s'attaquer aux intérêts français, aux intérêts américains. Quels sont leurs intérêts? Ce sont leurs entreprises. Ils ont les entreprises chez nous. Les entreprises téléphoniques, les entreprises brassicoles, les entreprises de cimenterie, et ainsi de suite. Si on s'attaquait à leurs intérêts, est-ce qu'il allait donc nous traiter ainsi? Mais le peuple est désarmé par la communication de l'élite politique, l'élite religieuse, l'élite universitaire. On est désarmé. Donc, tant que les BRICS ne vont pas continuer à créer ce rapport de force, et tant qu'il n'y a pas une autre communication, n'est-ce pas, permettant de mobiliser le peuple, nous ne pouvons pas résister à l'Occident impérialiste parce que
c'est des lions qui isolent sa proie, qui sont nos chefs d'État. Vivement que la communication des médias rebelles que nous sommes, vous savez, on dit que Afrique Média, For You TV, c'est des médias rebelles. Mais il faut que ces médias rebelles vont jusqu'au bout. Le problème ici maintenant, c'est de savoir quel est le contenu communicationnel. Parce que au niveau de nos universités, au niveau de nos lycées, le contenu des enseignements officiels a été taillé sur mesure par l'UNESCO. Cela ne nous permet pas de sensibiliser les masses populaires. Donc, dans les autres médias, il y a ce qu'on appelle un ligne éditoriale. C'est pour accompagner le néolibéralisme. Donc, il n'y a que les médias rebelles. Maintenant, dans ces médias rebelles, il va donc falloir qu'on trouve le contenu approprié pour pouvoir sensibiliser le peuple. Parce que ni la Russie, ni la Chine ne viendra nous dire comment devons-nous faire pour mettre nos populations au travail, pour pouvoir créer ce rapport de force. Parce que tant que nos peuples ne travaillent pas, ils sont au chômage, on n'aura pas à créer le rapport de force. Donc, il faut qu'on sache mobiliser les masses populaires, les mettant au travail, produire la richesse, l'échanger, consommer, en allant vers l'atteinte de l'équilibre de leur balance commerciale. C'est à ce moment-là qu'on va donc créer le rapport de force envers tous les autres partenaires du monde, que ce soit la Russie, la Chine, les Américains ou la France. Mais il n'y a pas cette élite formée pour venir tenir ce langage dans les médias rebelles. Bien, alors nous pensons avoir l'essentiel de votre intervention. Cher Appelant, vous pensez qu'il faut créer le rapport de force et faire une communication efficace pour la sensibilisation des masses. Il faudrait même adapter les médias comme le nôtre, c'est votre avis, à cette communication des masses. Nous allons prendre M. Zerfel depuis l'Allemagne. Bonjour. Ok, bonjour madame, bonjour tous les techniciens de For You. Je salue, malheureusement je ne connais pas votre nom. Avec le temps, je vais découvrir votre nom et je vous salue pour le travail que vous abattez pour que nous puissions échanger avec, avec le monde entier. Je salue tout, madame la diva et les autres. Et moi, je vais parler de la Côte d'Ivoire parce que c'est mon pays. Aussi, parce que dans chaque pays, on n'est pas libre. On n'a pas la paix. Quel que soit même ce que tu vas vivre, toujours il y a des problèmes dans chaque pays. Donc moi, je vais parler de mon pays présentement parce que nous ne sommes pas à l'abri de ce qu'on voit à l'horizon présentement. Parce que ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, parce que moi je vais parler de la CEI, cette organisation qui organise les élections. Aujourd'hui, le monsieur qui est à la tête de cette organisation, c'est-à-dire que ce monsieur se fout de la gueule des Ivoiriens. Voici un monsieur qu'on a mis un budget de 27 milliards 558 millions à la disposition pour organiser les élections, pour faire la liste électorale, pour enrôler les gens. Et ce monsieur, aujourd'hui, il refuse de faire cela. Comment? Parce que nous allons passer à chose, on fait cela parce que chaque année, il devait enrôler les gens, réviser la liste électorale et ceux qui ne vivent plus sur la terre des vivants, on doit les retirer de la liste et ajouter les autres qui veulent être sur cette liste. Aujourd'hui, cette liste est vraiment... on ne peut pas prendre cette liste pour aller aux élections parce que vraiment, il y a des femmes qui ont 100 enfants, 50 enfants. On ne peut pas. Et on n'a jamais vu une femme qui a enfanté pendant jusqu'à 50 à 100 enfants. Alors, ce sont des choses que nous, on veut vérifier exactement si ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils ont mis sur, sur cette liste. Et des enfants de 3 ans qui sont sur cette liste, on veut essayer de voir cela et le monsieur refuse. Et jusqu'à présent, nous sommes à quelques mois des élections. Et ces messieurs qui sont au pouvoir, qui font comme si ce pays les appartient, seuls. Non. Ce pays,
il ne vous appartient pas seul. Nous sommes tous des Ivoiriens. Nous avons le droit de réclamer ce qui est de notre droit. Alors vous refusez aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous voulez une guerre? Non. Les Ivoiriens refusent la guerre, mais ils veulent un dialogue pour que nous nous asseyions ensemble pour discuter comment ce pays-là, on va le développer. Ce n'est pas dans la guerre, nous, comment dire, les pays développés se sont développés. Ça, c'était avant. Maintenant, chacun cherche à aller de l'avant, dépasser son ami. Et c'est maintenant, nous autres, on va prendre les armes pour détruire notre pays. Non. Non. Messieurs, on vous a donné l'argent. Si vous n'êtes pas capable de faire ce travail, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui peuvent faire ce travail. Et puis, je vois des choses, des intellectuels, c'est disant intellectuels, hein, parce que pour un intellectuel, il ne peut pas raisonner. S'asseoir sur un plateau de télévision et défendre ce genre comment dirais-je, des choses impossibles. Comment on dit, vous pouvez concevoir cela? Parce que j'ai entendu plusieurs sur la télévision, sur des plateaux de télé en Côte d'Ivoire, des messieurs qui se pointent à l'horizon pour dire que, comme on n'a pas fixé une date où il n'y a pas un article qui dit que le monsieur doit faire cette révision à telle date, alors comme ce n'est pas écrit dans la Constitution ou ce n'est pas écrit dans leur règlement, donc le monsieur, il est libre de réviser cette liste quand il veut et quand il veut. Ce n'est pas possible. Parce que nous allons maintenant à des élections présidentielles. Donc ce genre, quand il dit qu'après comment dire, des élections, qu'il va faire cette liste, mais on va faire cette liste-là, pourquoi maintenant? S'il n'a pas fait, parce que c'est écrit aussi dans la Constitution que chaque année, il devait faire la révision de la liste électorale. Et il y a des gens qui peuvent s'inscrire, des nouvelles personnes qui doivent s'inscrire sur cette liste. S'il n'a pas fait ça pendant 2 ans ou 3 ans, alors pourquoi vous qui êtes là, vous qui saviez que cela est écrit, hein, et vous voyez ça et vous parlez autre chose? Moi, je vais parler de cette animatrice qui dirige une télévision, disons, comment dire, privée, là. Et elle invite des choses, ses amis, et qui sont sur des plateaux qui disent de n'importe quoi. Même si vous aimez le monsieur qui est au pouvoir, mais ça ne veut pas dire que vous allez mettre ces choses, comment dirais-je, c'est que les Ivoiriens attendent, vous allez mettre ça dans la poubelle pour que vous applaudissez ou vous faites l'apologie de celui qui est au pouvoir. Parce qu'on a voté, c'est l'argent des Ivoiriens. Hein? C'est l'argent des Ivoiriens que vous êtes en train de piétiner. Ce n'est pas possible. Donc moi, je dis aux opposants de ne pas arrêter ce genre, parce que vous traînez trop les pas avec ce monsieur-là. La manière qu'ils sont venus au pouvoir avec la violence, moi je ne dis pas de faire la violence, mais il faut qu'on les force à venir s'asseoir pour qu'on puisse discuter. Parce qu'ils ne peuvent pas s'amuser avec l'esprit des Ivoiriens chaque fois quand on les explique quelque chose ou on veut savoir ce qui se passe exactement. Le travail qu'on les a confié, s'ils ne le font pas, il faut qu'on leur demande des comptes. Mais s'ils ne veulent pas, il faut qu'on les bouscule. Quand je dis bousculer, ce n'est pas pour aller prendre les armes comme eux ils ont fait. Non. Pour qu'on les force à venir s'asseoir sur la même table avec nous pour discuter. Ça, c'est la moindre des choses que nous, on peut leur dire. Alors, messieurs les opposants, il est temps que vous les bousculez dans tous les sens pour qu'ils viennent s'asseoir, pour que ce monsieur-là, pour qu'on puisse réformer la CEI, pour qu'on puisse réviser cette liste électorale, pour que nous allions à une élection transparente où il n'y aura pas de guerre ni de choses de violence. Alors, si je finis de dire ça, je vais parler maintenant des choses, comment dirais-je, du parti du président Gbagbo, la CEI, PPACI. Oui, vous avez, moi je m'adresse là à vous, comment dirais-je, les militants du président Gbagbo, disons ces soldats qu'il envoie toujours en mission. Mais vous avez une télévision privée. Parce que quand moi je regarde partout aujourd'hui en Afrique, vous n'avez pas besoin d'avoir chose comme une télévision d'abord sur satellite avant d'inviter les gens sur des plateaux. Le fait que vous pouvez
faire un plateau où les gens parlent via Internet, où les gens pourraient vous suivre, vous devez organiser ce genre de trucs. Vous avez cette télévision, vous attendez à chaque fois quand il y a le président Laurent Gbagbo qui sort, c'est-à-dire vous nous montrez quelques images. Or que vous avez une communication, vous avez tout le matériel pour travailler, pour avoir un plateau de télévision, mais vous ne faites pas ce travail-là. Ce n'est pas le président Gbagbo qui va vous dire encore, faites ça, faites ça. On vous a confié un travail, pourquoi vous ne le faites pas? La communication est très importante dans la politique. Mais quand vous vous enfermez là, vos militants ne vous attendent pas, personne ne vous attend. Alors vous attendez quoi pour faire ce genre de travail? Il faut que ceux qui sont chargés de la communication de ce parti, il faut qu'ils ouvrent les yeux. Comment il faut travailler pour que nous qui sommes là, nous puissions comprendre le programme du monsieur et qu'il est en train de faire ce travail, qui est en train de faire présentement. Parce que s'il n'y a pas d'explication, s'il n'y a pas de communication, nous qui sommes là, nous ne sommes au courant de rien et on avance dans l'obscurité avec vous, ce n'est pas normal. Parce que vous avez donné le matériel pour travailler. Ce n'est pas pour vous asseoir dans les maisons avec ce matériel pour faire, la décoration de vos bureaux. C'est pour travailler. Vous pouvez créer des plateaux pour inviter des jeunes ou des politiciens pour venir débattre sur ce plateau-là, pour comprendre l'enjeu de cette politique que le président Gbagbo veut aujourd'hui faire en Côte d'Ivoire. Alors, moi, je vous attends sur ce plateau parce qu'à partir de maintenant, moi, je vais vous attaquer tous les jours. Quand on va me tendre le micro, il faut que je parle de ça pour que vous ouvrez les yeux pour faire véhiculer le message du monsieur. Vous dormez trop. Et je m'arrête là pour que les autres puissent parler aussi. Sinon, j'ai beaucoup de sujets à dire, mais je vais laisser les autres parler. Merci, madame, de m'avoir accordé quelques minutes pour m'exprimer. Merci. Merci à vous, Monsieur Zerfel. Vous nous appelez depuis l'Allemagne pour le compte de la Côte d'Ivoire. Je rappelle que vous pouvez appeler les numéros qui apparaissent à l'écran, quel que soit l'endroit du monde où vous vous trouvez. J'ai un autre appelant depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour. Allô? Allô, nous vous recevons. Bonjour madame, bonjour cher panafricanisme, bonjour à tous, bonjour. Yes. C'est à mon frère qui vient d'appeler depuis la Côte d'Ivoire. C'est le jeune panafricain depuis la Côte d'Ivoire. Je vous appelle depuis la Côte d'Ivoire. Alors, je vais un peu parler sur mon pays, la Côte d'Ivoire. Pour commencer, je vais parler un peu sur l'émission qui s'est passée chez moi ici en Côte d'Ivoire, sur NCI, le dimanche. Alors, moi, je pense qu'il faudrait qu'on nous dise la vérité. Voilà, il faudrait que les Ivoiriens, la CEI, et puis les dirigeants de ce pays, les opposants, il faudrait qu'ils nous disent la vérité. Parce que c'est ce qu'on attend sur les plateaux de télévision, que Tidiane Tiam n'a pas pu laisser la nationalité française de poser la candidature en Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'on annule sa candidature. Il faudrait que sa campagne soit annulée pour qu'il remplisse les conditions. Parce que quelqu'un ne peut pas avoir une nationalité française pour venir battre campagne en Côte d'Ivoire. Je parle selon ce que j'ai entendu sur le plateau de télévision de mon pays. Je ne parle pas en tant que quelqu'un qui veut inventer des choses. Voilà, je ne fais pas de la propagande, mais je parle en tant que quelqu'un qui a entendu dans la bouche d'un professeur à l'université. Voilà. S'il n'a pas laissé la candidature française, qu'il arrête les campagnes, que les autorités de ce pays arrêtent les campagnes. Si la loi lui dit d'arrêter la campagne qu'il fait, qu'il l'arrête. Pour qu'il puisse remplir les conditions. Il ne faudrait que... Franchement, nous sommes en Côte d'Ivoire, on ne veut pas de guerre. On ne veut pas de guerre. Madame, ce que je vous dis ce matin,
Titi Thiam est encore français. Il n'est même pas ivoirien. C'est-à-dire qu'il a la nationalité française qui vient de prendre campagne encore pour être président de la République de ce pays. Si tu es la nationalité française, que tu n'as pas laissé la nationalité française, tu devras battre campagne encore, tu ne devras pas être président. Alors peut-être quelques perturbations du réseau de cet appel. Je rappelle que vous êtes le jeune panafricain, vous nous appelez depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour à vous qui nous rejoignez à l'instant sur For You Matin. Vous pouvez appeler en composant un des numéros qui s'affichent à l'écran. Le thème principal concerne la rencontre prochaine entre les présidents Tshisekedi et Kagame. Ils sont attendus samedi à un sommet régional conjoint de l'EAC et la SADC. Ai-je un autre appelant? Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour For You Media et bonjour à vous, Madame la journaliste. Bonjour aussi aux techniciens. Et très chère Madame, vous allez devoir vous habituer à certains appelants qui appellent la Côte d'Ivoire. Le sommet sur la RDC, entre la RDC et le Rwanda, moi, ce que je dénonce ici, c'est l'hypocrisie de nos chefs d'État, l'hypocrisie de toutes les organisations sous-régionales et l'hypocrisie en général de tous ceux qui nous gouvernent. Pourquoi convoquer à un sommet? Pourquoi ne pas? On connaît les responsabilités. Les responsabilités sont déjà situées. On sait qui attaque qui, on sait qui se cache derrière, on sait pourquoi il y a une attaque, c'est-à-dire pour exploiter les richesses. On sait qui le Rwanda est armé par la France. On sait que Tshisekedi, c'est un faire-valoir. Ce sont des gens qui sont dans les compromissions, qui ont vendu déjà le pays aux Occidentaux. Donc, moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut donner ce sommet-là. En fait, c'est de l'hypocrisie. Tout ce que, quand nous intervenons, c'est par rapport au peuple qui souffre, qui n'a rien à voir avec ces mensonges-là. N'y a-t-il pas, à l'heure où nous parlons, de patriotes dans l'armée congolaise, de patriotes, de jeunes patriotes, aller dérouler un programme au président Poutine ou à son ministre des Affaires étrangères pour vous apporter de l'aide. Sinon, vous allez continuer de mourir. Vous allez mourir. Les chefs d'État ne pourront rien faire. Les sommets, ce sera des sommets de plus. Moi, je parle en connaissance de cause parce que je viens d'un pays qui a vécu ça. Quand vous avez l'ONU sur votre territoire, vous ne pourrez jamais avoir la paix parce que c'est l'ONU qui est à la base, qui organise, qui est l'architecte même de toute cette déstabilisation. L'ONU. Et vous avez des Français qui sont instructeurs au sein de l'armée congolaise. Et vous avez en face le Rwanda qui est financé par des multinationales. Ça, c'est un cocktail. Ça ne va rien donner. Patriotes congolais, il y va de l'avenir du Congo. Il y va de votre avenir et même de la sous-région. On vous demande, allez. Voilà l'AES qui est là. Mais vous allez me pousser à tout dire. Vous allez me pousser à parler. On ne dit pas tout. La seule alternative, vous la connaissez. Vous savez où elle se trouve. Chez l'ours. Vous le savez. On ne vous apprend rien. Maintenant, je reviens en Côte d'Ivoire. Il y a un appelant tout à l'heure qui nous parlait de NCI. Si vous avez décidé de regarder NCI, ça c'est votre choix. Donc, nous, on a décidé de ne pas regarder ces chaînes de merde-là. Nous, on a décidé ça. Si nous parlons de ça, c'est parce que nous allons sur les réseaux sociaux et nous voyons souvent certains extraits. Parce que moi, je ne veux pas comprendre que notre opposition aille s'asseoir sur un plateau avec un animateur qui appelait au meurtre du président Laurent Gbagbo. Un animateur en 2010 qui était un journaliste qui était, soi-disant journaliste qui était au Golf Hotel, qui était le QG du RDR de Hassan Ouattara. Et ce journaliste-là appelait au meurtre du président Laurent Gbagbo, au meurtre des opposants. Mais vous allez vous asseoir sur un tel plateau en espérant quoi?
Voilà une journaliste, la dernière fois, qui invite l'opposition sur un plateau pour parler des élections. Et pendant qu'on veut parler de la CEI, des irrégularités de la CEI, qui se trouvent, des irrégularités sur la liste électorale, et cette journaliste-là s'offusque, disant qu'il n'y a pas de membres de la CEI sur le plateau, donc on ne peut pas parler de la CEI. Mais c'est terrible, il faut venir en Côte d'Ivoire pour voir ça. Comment on peut parler d'une élection sans parler de l'organe qui organise les élections? C'est terrible, il faut venir en Côte d'Ivoire. Mais il y a des fois, je me demande, qu'est-ce que l'opposition... Et en 2010, quand le président Laurent Gbagbo était à La Haye, était déporté à La Haye, nous avons fonctionné, nous avons organisé des rencontres, nous avons organisé des marches pour déstabiliser le pouvoir, pour nous faire entendre, mais parce que tous les organes, les journaux nous étaient fermés, tous les organes de presse étaient fermés à l'opposition. Mais malgré ça, l'opposition arrivait à mobiliser. Comment est-ce que l'opposition se prenait? C'est par rapport aux chaînes internationales. Mais pourquoi les laisser et puis aller se mettre des chaînes de wobisme? On fait la promotion du wobisme, la promotion du culte de personnalité, le mensonge. Pourquoi notre opposition nous fait ça? Maintenant, je vais revenir à quelque chose de plus intéressant. Nous saluons le président Laurent Gbagbo et sa dernière sortie, sa dernière visite à Djamé pour rencontrer les sinistrés, les Bidjans qui ont été sinistrés, qui ont été lâchement abandonnés par le pouvoir en place. Ils ont été expropriés de leur village sans dédommagement. Le président Laurent Gbagbo est allé leur apporter un soutien. Et nous disons que le président Laurent Gbagbo est celui-là qui dit que c'est lui qui reste le maître du jeu. Et pourquoi je le dis? Parce que dès qu'il rend visite à ses frères et que ses frères l'accueillent en frère, le reconnaissant comme un fils du pays, la semaine qui suit, le ministre du district, c'est-à-dire le gouverneur, je ne vais pas dire son nom, il sort et distribue 90 véhicules à tous les villages, à tous les chefs de village. Et toute la communauté ivoirienne, et je salue maintenant la sortie du clergé ivoirien, s'est offusqué. Parce que vous ne pouvez pas dégager des gens sur leur terre et sans les dédommager et venir leur offrir des véhicules avec des téléphones portables, soit disant que vous les soutenez et vous compatissez, comment on appelle ça, à la douleur de choses de ces chefs-là. Ont-ils besoin de terre ou ont-ils besoin de véhicules? Qu'est-ce qu'un véhicule? Quelqu'un peut faire avec un véhicule quand il n'a pas une maison où dormir, il n'a pas un toit où dormir. Non, mais pour dire que c'est le président Laurent Gbagbo qui dicte la politique en Côte d'Ivoire, qui dicte, qui sait que le maître du jeu, qui oriente, qui dit de quoi il faut parler. Quand le président Laurent Gbagbo éternue, il tremble. Vous le voyez sur ces plateaux en train de trembler, tous ces hommes politiques en train de trembler. Maintenant, deuxièmement, nous disons merci aussi à un certain activiste pour ce qu'il est en train de dire depuis la Finlande. Je ne connais pas son nom, il est depuis la Finlande, il se reconnaîtra et les gens le reconnaîtront. En tout cas, merci pour toutes les informations qu'il nous donne. Et à la fin, il faut que les Ivoiriens sortent de leur peur. On dit chaque peuple a le dirigeant qu'il mérite. Or, la Côte d'Ivoire n'a pas le dirigeant qu'elle mérite. Il faut que les Ivoiriens sortent de leur peur et viennent maintenant faire la politique. C'est parce que vous avez encore du pain qu'on vous donne, vous avez encore du pain dans la bouche, que vous êtes cachés dans vos maisons. Il arrivera un moment où on vous arrachera tout. Comme ça, vous allez sortir de vos tanières pour venir affronter la vie. Merci. J'ai tellement à dire merci.
Appelé pour nous donner votre avis. Merci à vous qui réagissez également au niveau des chats, qui participez au débat, au niveau des chats de YouTube, notre page YouTube For You Media Africa, notre chaîne YouTube, autant pour moi, et notre page Facebook éponyme. Nous prenons Monsieur Kofi depuis le Ghana. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour l'Afrique, bonjour à tous les panafricanistes et bonjour à toutes les bonnes personnes qui se battent chaque jour sur la planète entière pour voir une Afrique nouvelle, une Afrique émancipée, une Afrique souveraine. Et moi, je veux me consacrer sur le petit pays, le Togo. Après, je voulais m'acharner sur la spiritualité africaine et conclure avec le Congo. Le Togo, c'est un petit pays qui a été colonisé par l'Allemagne, comme le Cameroun, et après sous tutelle française, et tout le monde connaît après. On a placé un caporal à la tête de ce pays depuis 1963. Il devient président en 1967. Et après ça, moi, en 2005, c'est son fils qui prend le pouvoir dans un bain de sang. Et il est là jusqu'aujourd'hui. Juste quelques jours passés, il y a des opposants qui ont été arrêtés il y a de cela 8 ans sans procès. Aujourd'hui, ils vont couper 10 ans. Après 8 ans en prison sans procès. Ce monsieur, cet individu à la tête du Togo maintenant, a changé la constitution. Donc il n'y aura plus d'élections présidentielles, mais d'élections parlementaires. Un parlement qui est rempli à 99% des membres de son parti. Donc le pays, le Togo, est souffrant, dominé. Et la population est à un niveau zéro quand il s'agit de s'exprimer. C'est comme la Côte d'Ivoire. La peur, il y a toute une psychose sur la population qui fait que quand tu penses même à un changement, dans ton corps même, déjà tu es affaibli. Voilà la peur qui sévit au Togo. Donc, je voulais demander à l'Afrique de ne pas oublier ce pays. Ce président qui se promène, qui va au Rwanda, passer un bon temps avec Kagame, il retourne et il propose d'être un médiateur entre le Congo et le Rwanda. Voilà les grimaces que nous voyons en Afrique. Un dictateur, un valet, un sous-préfet, un larbin, qui veut jouer à la grimace avec la vie des gens. Donc, pardon le monde panafricaniste, revenez encore sur le Togo, parce qu'il commence à se réjouir du silence africain et il continue son boulot, son travail d'enfermement, d'emprisonnement, de tuerie. Ça va mal au Togo, ça va très mal. Ceci dit, je vais appeler l'Africain à l'attention des religions qui nous dominent. Nous sommes occupés par 2 religions avec lesquelles nous n'avons rien de commun. Et avec la technologie aujourd'hui, si l'ADN de ton premier fils est questionnable, il faut procéder à l'analyse de l'ADN des enfants après le premier fils. Nous avons des problèmes avec la religion chrétienne parce que nous savons que jusqu'en 325, avant l'arrivée de Constantin, ça n'a rien à voir avec l'Europe de l'Ouest. Ces gens ont connu la religion,
la population de l'Europe de l'Ouest n'a connu la religion qu'en 1095, avec la première sortie qu'ils appellent la croisade, pour aller sauver la Terre Sainte qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'ont jamais connue. Ils n'ont même pas dépassé la Turquie. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? À part nos intellectuels, on a maintenant les religieux qui sont entraînés dans la franc-maçonnerie, qui sont revenus, on les fait revenir chez nous, ils construisent des églises. Et quand tu vas à l'église, on te dit Jésus est Dieu. Et tu sors, la grande photo dehors, c'est Jésus aux yeux bleus et aux cheveux blonds et longs. Vous voyez l'impact? Le pasteur qui est devenu un prophète, presque Dieu sur terre, te dit à l'intérieur de l'église que Jésus est Dieu. Pendant qu'il dit ça même, derrière lui, il y a déjà des photos de Jésus aux yeux bleus, aux cheveux blonds, européen, celui-là qui est venu à la christianité, le dernier. C'est pour cela que vous avez les 3 apôtres qui sont tous blancs, parce qu'on a créé ça pour subjuguer l'Europe de l'Ouest. Après que Constantin ait pris les 2 Roms pour construire un seul Rome. J'invite les gens à aller lire la conférence de Nassi, en anglais, The Nassia Conference, en 325. Les gens comprendront d'où vient cette religion-là qui nous domine aujourd'hui et qui fait que nos dirigeants qui se sont introduits dans la franc-maçonnerie avec tout ce qui se passe dans leurs initiations, la honte et l'humiliation, qui ne veulent plus que le monde sache, alors ils deviennent des larbins pour ces Européens. Oui, Monsieur Kofi, mais plus brièvement. Pardon. Plus brièvement encore. Africains, revenons à notre spiritualité. Abandonnons ces religions-là. Les gens ne savent même pas que la religion musulmane a été sauvée en Afrique par un roi chrétien d'Éthiopie. Alors, merci à Monsieur Kofi pour ses avis concernant le Togo, qui est son pays et qui le préoccupe au plus haut point, ce que nous pouvons comprendre parfaitement. Nous sommes là, d'ailleurs, pour ces causes. Ai-je un autre appelant? Bonjour. Oui, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Bon. Allô, bonjour. Je tiens à donner mon point de vue, surtout sur le problème congolais, qui nous fait vraiment mal au cœur. Quand on regarde le Congo, qui est aussi grand, qui est presque 10 fois plus grand que le Rwanda, les soldats congolais sont près de 10 fois plus nombreux que les soldats du Rwanda. En double, en triple, en double, en triple. Il y a quelqu'un qui vient occuper ton territoire, on vous demande de partir négocier. Mais quand on met nos civils au pouvoir, ils oublient quelque chose. Pourquoi est-ce que le militaire, souvent, il est bon au pouvoir? Parce que le militaire, il voit plus que tu as ton territoire qui est occupé. Le soldat de l'autre camp se retrouve sur ton territoire. Mais toi, tu vas négocier quoi? Si vous voyez que les gens se disent que l'armée française n'a qu'à quitter chez eux, tu n'es pas à 100% indépendant. Mais toi, tu veux partir discuter de quelque chose pendant que ton territoire il est occupé. Mais si vous voyez que le M23 a décidé de négocier, ce n'est pas pour rien. Ils ont vu que vraiment ça passe. Et vous allez constater quelque chose. Aucun pays de l'Occident n'a condamné cet acte-là. Quand ce sont les Russes qui rentrent en Ukraine, on condamne, on envoie des gens, tout ça pour faire la guerre. Mais quand c'est ici, on ne parle pas. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Les choses, Elon Musk et autres là, c'est cette matière première-là qu'ils prennent pour faire leurs batteries électriques et autres. Donc l'Occident paye généralement avec le Rwanda. Ils se disent que si le Congo reprend son truc, peut-être... Voici tout le problème. Donc ils préfèrent toujours passer par le Rwanda pour payer leur truc.
Quand ils passent par le Rwanda, ils ont ça. Et mais vous vous rendez compte, les minéraux que le Rwanda n'a pas, le Rwanda est premier producteur de ces minéraux-là. C'est pas possible. C'est comme dans les temps en Côte d'Ivoire où le Burkina était devenu producteur de café cacao. Parce que ça a quitté la Côte d'Ivoire, ça passait par là-bas. Là aussi, ils ont le même problème. Mais, et je ne sais pas, il a ses avoirs en Belgique, en France et autres. Il a peur de réagir parce que s'il réagit, on risque de lui fermer tous ces trucs. Alors il préfère rester là, tergiverser, tourner, paraître à la télévision, partir raconter du journée. Pourquoi on le croit seulement-là. Ils sont plus nombreux que la population rwandaise. Tu as les moyens de ta politique. Qu'est-ce qui t'empêche de chercher des drones et autres, comme dans les temps l'Éthiopie l'avait fait? Quand les Oromo bien Arama se sont levés, ils étaient arrivés avec ces vecteurs aériens-là, ils les ont repoussés jusque dans leur domaine. Et voici ce qu'on appelle négociation là. Ils sont partis négocier en Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'ils sont partis négocier? Le désarmement total de ces gens qui ont failli prendre la capitale. Lui, il doit négocier son pays et ils vont s'asseoir maintenant pour négocier. Et là, quand ils vont négocier à ce que ces gens-là ne rentrent plus jamais sur son territoire. Les gens sont sur ton territoire. Tu as payé tous ces armes. Tu as les moyens de les chasser. Tu vas négocier. Et puis ils vont quitter. Ils ne vont jamais quitter. Ça, là, c'est le pouvoir. Tant qu'ils voient l'argent, ces Occidentaux n'ont pas condamné. Ils ont toujours besoin de cette matière première. Donc, ils vont toujours continuer à emmerder. C'est un civil, bon, lui aussi, il est venu, les trucs militaires. La souveraineté d'un pays. Le docteur n'apprend pas ça. Le professeur n'apprend pas ça. Le docteur n'apprend pas. C'est le militaire qui apprend ça dans son école. Il faut mourir pour ton territoire. Ceux-là, ils n'apprennent pas ça. Et après, maintenant, je vous laisse en particulier sur le programme malien. Ceux-là aussi, bon, on a l'impression que jusqu'à présent, la France a encore une certaine influence sur eux. Quand on les regarde, ils sont forcément accrochés aux élections. La population ne veut pas d'élection. Vous êtes accrochés sur ça. Bon, on doit faire ceci, mais les gens vous disent que ouais, ils ne veulent pas. Ou bien vous allez trouver qu'ils sont là à la communauté internationale, ils vont dire ceci, ils vont dire cela. Mais le Burkina a réglé son problème. Vous ne faites pas attention, vous risquez d'être le faux pion. Vous risquez d'être le faux pion de cette nouvelle organisation. Marchez tous au pas. Vous voulez organiser des choses élections. Puis là, la population à 80% n'en veut pas. On vous force dans quelque chose. Le général de Gaulle lui-même, là, quand il a pris le pouvoir en France, il a fait combien? Il a fait plus de 10 ans sans élection. On ne lui a pas demandé. On ne lui a rien demandé. Quand on devait faire les choses d'élection, il a repoussé les choses d'élection. Qui a parlé? Vous avez entendu la France, l'Allemagne, ou bien quelqu'un parler? Personne. C'est un truc normal. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le président américain qui était au pouvoir là, à cause de la guerre, on a attaqué, a continué jusqu'à qu'il est mort au pouvoir. Mais c'est chez nous, on nous emmerde. Même si tu as le 3/4 de ton territoire qui est occupé, on te dit qu'il faut faire élection. Nous, si on est là, on suit comme des moutons. Mais tu vas faire des... Bon, dans ça, là, tu fais des choses d'élection. Tu mets quelqu'un d'autre. Lui, c'est une chose dossier. Il ne connaît pas grand-chose. Il faut qu'on fasse les trucs selon nous-mêmes, notre manière de penser. Si on prend pour le blanc, ça ne va pas. Ça ne va pas. Vraiment, il faut qu'on essaie de voir ça. Sinon, vraiment, nous, les Africains, là, il faut qu'on prenne notre indépendance sur le plan culturel. Dieu merci, le président malien l'a déclaré cette année de la culture. Et moi, ce qui me fait peur, il ne faudrait pas qu'on se dise, parce que c'est la pensée de l'Africain, il ne faudrait pas qu'on se dise que la culture, là, c'est seulement danser, chanter. Non, 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 non. Quand je regarde actuellement nos jeunes diplômés à la télévision, souvent, ça me fait mal au cœur. Ils ont une petite calebasse sur la tête, habillés avec un tissu noir. Ils sont habillés avec une robe longue là. Quand tu les regardes, on dirait des choses vampires. Habillez-nous nos diplômés. Il faut qu'on aille prendre pour eux.
puis on est fier dans ça. Quand on est dans ça, on joue au singe et on est content. On doit changer tout ça. Tout ça, ça doit quitter. Tout ça, il faut qu'on se retrouve nous-mêmes dans notre culture. Quand on parle... Merci à vous pour... vous allez demander à 80% des jeunes Africains maintenant, comment est-ce qu'on se marie chez toi? Il ne connaît pas. Il va te dire que c'est à la mairie. Merci à vous pour vos précieux avis, cher appelant. Nous allons permettre, il nous reste moins d'une demi-heure, nous allons permettre aux autres appelants, pourquoi pas ceux qui réagissent au niveau des chats YouTube, Facebook, d'appeler pour donner leurs avis. Je rappelle rapidement que le thème d'accueil concerne l'entrée en médiation du président sénégalais Diomaye Faye dans le dialogue entre la RDC et le Rwanda. Et parmi les dernières actualités, cela constitue le thème principal, la rencontre de Tshisekedi et Kagame samedi au sommet conjoint régional de l'EAC et la SADC. Alors vous pouvez appeler au numéro qui apparaissent à l'écran pour réagir, vous aussi, sur ces différents enjeux. Nous avons, pour rappel, l'un de ces enjeux qui sont les richesses immenses du sous-sol de la RDC, qui constitue bien entendu un des motifs fondamentaux de cette crise en RDC. Avons-nous un appelant? Bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour, nous vous écoutons. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour. Alors, en attendant que le prochain appelant nous rejoigne sur l'une de ces deux lignes, dont vous avez les numéros qui s'affichent à l'écran, nous continuons de parler de ces deux thèmes principaux, mais vous pouvez appeler pour discuter d'un autre thème. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bienvenue. Je suis le secrétaire du Mali. Je vous appelle Monsieur Keita du Mali. Allez-y, allez-y. Je crois que la négociation, c'est très important, madame. Parce que quand on essaie de voir la guerre là, la guerre, c'est pas bon. Parce que mieux vaut négocier que diviser les pays. Parce que là, le plan des Occidentaux, c'est la division de la RDC. Donc, mieux vaut se préparer en conséquence. Sinon, si la RDC attaque aujourd'hui, ils n'ont pas la force de frappe. Donc, mieux vaut qu'ils négocient, se préparer en conséquence comme le Mali a bien fait. C'est très dangereux, hein, la guerre là. Tout ce qui d'aller faire la guerre là. La guerre, c'est pas bon, madame. Donc, mieux vaut négocier en attendant et se préparer en conséquence. Regardez le Soudan. Ils ont divisé le Soudan. Donc, ils ont essayé de diviser le Mali. Donc, à chaque fois que les Occidentaux essayent de diviser l'Afrique, chaque année, il y a des pays, des nouveaux pays qui sont en train de se naître en Afrique. La RDC, le Rwanda a bombardé les avions de la RDC. Qui a parlé? Et s'est réarmé. Il faut que la RDC se réarme. Donc, après avoir se réarmé, maintenant, il peut faire la guerre. Parce que ça, en jargon militaire, on dit que nous devons préparer la guerre. Donc, pour au moins sauvegarder sa survie. Donc, je vous remercie vraiment. Tout ce qui dit de faire la guerre, il faut qu'on réfléchisse un peu. La guerre, là, il faut essayer de voir. On ne sait pas comment ça se termine. Donc, moi, je salue l'idée du président sénégalais
de négocier avec ces deux parties. Si la RDC sent que maintenant l'armée est bien préparée, s'il veut faire la guerre, il va faire la guerre. Mais maintenant, là, il ne peut pas. Parce que ce n'est pas de Ouranafil. Merci à vous, monsieur Keïta. Donc, je vous remercie, madame. Merci vraiment. Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous. Alors, monsieur Keïta qui propose, comme beaucoup, qu'il y ait des négociations, le temps de permettre à la RDC de se réarmer. Et Rwanda qui est territorialement plus petit en termes de superficie, plus petit que la RDC. Et d'ailleurs, beaucoup se demandent depuis que cette crise est en résurgence, pourquoi et comment un aussi petit pays que le Rwanda réussit à vendre des minerais à l'étranger, alors même que son sol est connu pour être pauvre, ou son sous-sol est connu pour être pauvre, ce qui alimente davantage ces soupçons d'alimentation du M23 ou ces soupçons de soutien au M23. Et le M23, on le rappelle, qui est également dans une espèce de posture demandeuse de dialogue désormais, alors qu'au départ, il s'agissait uniquement de démonstration de force. Alors peut-être le trop plein de morts causés ou alors cette inquiétude concernant une escalade réelle dans le cas où la RDC devrait envahir ou attaquer le Rwanda ou réagir contre le Rwanda après toutes ces accusations. On va voir si on a un autre appelant. Il nous reste moins d'une demi-heure avant la fin de cette édition. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Alors, en attendant que le prochain appelant nous rejoigne. Allô, bonjour. Allô. Oui, nous vous écoutons. Allez-y. Allô, bonjour, madame. Bonjour. Allez-y, okay, merci bien. D'accord. Excusez-moi, je voulais réagir par rapport à un monsieur qui est sorti sur un plateau en Côte d'Ivoire la dernière fois, qui disait que les Ivoiriens sont mal vus au Burkina. Ils ne peuvent pas marcher tranquillement dans les rues du Burkina. Sincèrement dit, j'ai écouté ça, je suis tellement écœuré. Comment un individu, je me doute même si sa nationalité ivoirienne, les vrais Ivoiriens connaissent bien les liens qui les lient aux populations burkinabées. Il dit que les Ivoiriens sont mal vus au Burkina. C'est tellement faux que j'imagine comment il peut instrumentaliser les populations à l'heure actuelle. Moi, je suis un gérant d'une résidence, je gère une résidence au Burkina et j'ai un vrai ami qui chaque fois réside chez moi. Il transite, il va au Bénin, quand il revient, il dort chez moi 2-3 jours avant de continuer en Côte d'Ivoire. Il est actuellement même dans ma résidence à Bobo-Dioulasso à l'heure où je vous parle. Il m'a ramené des ananas même que j'ai coupés hier soir, je n'ai même pas encore mangé, qui sont dans mon frigo. Il est toujours dans ma résidence. Si j'étais actuellement à la résidence, j'allais faire un appel et vous allez le voir. Comment est-ce qu'un individu peut parler comme ça des populations burkinabées vis-à-vis de leurs frères ivoiriens aujourd'hui? Les vrais amis des Burkinabés aujourd'hui, c'est les Ivoiriens. D'ailleurs, même tous les étrangers sont les bienvenus au Burkina aujourd'hui. Donc cet individu-là, il n'a qu'à faire pardon au nom de Dieu. Si on lui a donné à manger, qu'il mange tranquillement dans sa maison, il ne faut pas sortir instrumentaliser les populations à leur-ci. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cet individu-là. Sincèrement dit, qu'il fasse pardon à cause de Dieu. Ça, ce n'est pas des arguments à tenir aujourd'hui. Merci For You Media. Merci à vous pour cet appel et pour votre avis. Les peuples burkinabés et ivoiriens sont des peuples frères. Et bien sûr, comme tous les peuples africains. Alors, nous vous rappelons que vous pouvez appeler à l'un des deux numéros qui s'affichent à l'écran. J'ai un appelant. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Est-ce que vous nous entendez? Alors, il est parti. Nous attendons le prochain appelant sur l'un des deux thèmes
que nous développons ce matin, mais aussi, pourquoi pas, sur un autre thème qui vous tient à cœur, comme la situation ou les actualités en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, pourquoi pas en Europe, en Russie. Nous vous écoutons. Avons-nous un appelant? Bonjour. Allô, bonjour. Alors, pour revenir, allô, bonjour. Allô? Salut, madame. Bonjour. Allez-y, nous vous écoutons. Je vous appelle à partir de Luanda, Angola. Merci. Je vais intervenir par rapport à la situation qui se passe à la RDC. Allez-y. Ce sont des situations très complexes parce que la négociation, ça n'aboutira à rien. D'accord. Allô? Pour le moment, seule alternative, il faut faire la guerre entre l'Angola et le Rwanda. Allô, avant que vous ne poursuiviez, nous vous prions de baisser complètement le volume de votre téléviseur. N'essayez pas de vous écouter. Allô? N'essayez pas de vous écouter. Baissez complètement le volume de votre téléviseur. Et puis, réagissez. Voilà. Parce qu'il avait déjà fait beaucoup de dialogues. Le Luanda et Nairobi, ça n'aboutira à rien. Le président sénégalais, pour le moment, il assumé la responsabilité comme un médiateur, mais ça ne sert à rien. D'accord. Parce que M. Kagame a un agenda caché, il travaille ensemble avec les Occidentaux. C'est la solution pour moi, il faut faire la guerre entre la RDC et le Rwanda. C'est ça mon point de vue. Merci beaucoup vraiment. Pour votre concision, vous pensez que les négociations, comme beaucoup d'entre vous qui nous suivez et les analystes, que les négociations n'aboutiraient à rien parce qu'il y en a eu en abondance. Nous avons un autre appelant depuis le Niger. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Alors, il va peut-être nous revenir dans quelques instants. Il nous reste quelques minutes à peine pour recevoir vos réactions, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, fidèles de For You Media et de For You Matin. Nous parlons ce matin de l'intervention ou de l'entrée en médiation du président sénégalais Diomaye Faye. Avons-nous un autre appel? Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour, madame. Oui, allez-y, nous vous écoutons. Oui, c'est monsieur Djabéa depuis le Cameroun, Douala. Bienvenue. Oui, par rapport à la situation en République démocratique du Congo, à mon avis, je pense que le problème que nous avons en ce moment pour désintéresser totalement le Rwanda et le M23, que de chercher à faire une guerre qui ne nous mènera à rien, je pense que l'État congolais doit détruire complètement ces mines et les mettre au sol. N'ayant plus d'intérêt direct, je pense qu'ils auront d'autres solutions. À ce moment, Kagame, n'ayant plus moyen d'exploiter quoi que ce soit, il va rentrer chez lui. Ça, c'est mon avis, madame. Bonne journée à vous.
Merci, bonne journée à vous qui nous appelez depuis Douala, Monsieur Diamea. J'espère n'avoir pas écorché votre nom. Et vous pensez que la RDC devrait éliminer complètement ces milices du M23 qui sèment la terreur dans le Nord Kivu, qui sèment la terreur notamment à Goma. Goma qui est une ville, on va le dire, considérée un peu comme tampon par le président rwandais et peut-être même tous les Rwandais. Il faut dire que le cobalt fait partie des richesses ou des minerais que l'on retrouve en abondance, utilisés dans le monde entier pour la fabrication de plusieurs types d'appareils et de matériaux de construction, d'électricité. Et cela fait partie des enjeux fondamentaux qui expliqueraient pour beaucoup cette crise ou ce conflit qui sévit du côté de la RDC, et notamment avec le Rwanda. Je note que nous avons un appelant. Allô, bonjour. OK. Bonjour, madame. Merci à Call Center. Je vais donner mon petit point de vue sur votre thématique ce matin. Moi, je vais m'accentuer sur le problème de la RDC. J'ai suivi une émission sur les chaînes mainstream où j'entendais sur le plateau télé mainstream des invités ou panélistes, comme on peut les appeler, qui est en train de dire que c'est dangereux ce que M. Poutine a fait en Crimée, en Ukraine, parce que c'est la menace des valeurs démocratiques et aussi que c'est une agression. Il faudrait prendre des sanctions contre la Russie, sinon, en faisant ça, il pourra faire sur les autres pays. Et aussi, que M. Poutine a annexé l'Ukraine parce qu'il veut se servir des zones arables de l'Ukraine pour faire du chantage aux Européens, que c'est très dangereux. Et je reviens sur le cas de la RDC, où ces mêmes panélistes n'ont pas osé parler de l'agression de Rwanda via le M24 dans le Kivu. Ils n'ont non plus pas parlé de sanctions. La preuve, la France a dit qu'elle a posé son veto contre des sanctions sur le Rwanda. Donc, on est dans un deux poids, deux mesures. Et quand vous titrez qu'il y aura une réunion de rencontre entre M. Tshisekedi et M. Kagame, moi, je ne me moque pas de votre titre, non, mais ça me fait plutôt rigoler. Parce que il n'y a pas de négociation dans ce cas d'espèce, mais c'est parce que les Occidentaux tiennent absolument à préserver le contrat qu'ils ont signé avec le Rwanda sur l'extraction des minéraux précieux dans la zone du Kivu. Donc, vous voyez qu'il y a un double enjeu. Sinon, ils ne s'en foutent éperdument des pertes humaines que subit le Congo. Ça, c'est pas le dada. Ce qui les intéresse, est-ce que si la RDC se réveille pour contre-attaquer, reprendre Goma jusqu'à la frontière rwandaise, est-ce que ce serait bénéfique pour eux? Ça ne va pas créer une autre crise semblable à la crise énergétique en Europe, puisqu'ils ont provoqué l'ours blanc, et voici qu'aujourd'hui, ils se retrouvent en train de payer 3 fois, 4 fois la facture de gaz, parce que ils sont allés là où il ne faut pas. Alors, ils se sont jurés que cela n'arrivera pas également sur les minéraux précieux qu'utilisent les grandes multinationales occidentales, parce que c'est très vital pour leur industrie. Donc, moi, à mon avis, toutes ces histoires de African Union, tout ça, UAC, pardon, c'est marque, tout ça, c'est du blablabla. Je pense que le peuple congolais est victime, en fait, d'une supercherie organisée par des bandits internationaux. Et il est très important pour les Congolais de prendre leurs responsabilités afin de sauver ce qu'il faut sauver, sinon
on va partir vers une balkanisation de la RDC. Et ça, je vous promets, parce que quand on regarde la cale minière, elle concerne carrément le nord-est jusqu'au sud-est de la RDC, jusqu'à la frontière Botswana. Donc, pour vous dire, Zambie, pour vous dire que c'est très important pour eux. Alors, s'ils balkanisent, parce que l'objectif, c'est de prendre tout le nord jusqu'au sud-est de la RDC. Et la partie forestière va rester au pouvoir actuel. Donc, on se pose des questions de savoir si M. Tshisekedi n'a pas signé des accords secrets avec les sectes occidentales. Quand je parle de sectes, je parle de cette bureaucratie corrompue, menteuse, et qui est un trompe-œil vis-à-vis de l'opinion internationale, nous fait croire qu'il prêche l'évangile de la démocratie, alors qu'en réalité, nous sommes dans un deux poids, deux mesures selon les intérêts des Occidentaux. Donc, il convient que nous sommes dans une complexité qui ne dit pas son nom, et même les acteurs de cette rencontre, moi je les trouve complices parce que c'est pas ça la solution. Un pays agressé, comme selon eux l'Ukraine a été agressée, ils ont fourni des armements à l'Ukraine pour résister à la Russie. Quoi de mieux que les pays africains puissent aussi fournir de l'armement, des armes et tout ça à RDC pour pouvoir chasser le Goma. Parce que ces mêmes Occidentaux ont encore mis des tentacules partout sur certains pays en les mettant en garde de ne pas s'y mêler. Donc nous sommes dans une sorte de jeu de mafieux dans lequel beaucoup d'acteurs sont impliqués. Et tout ça, pourquoi? Pour les intérêts vitaux de certaines puissances internationales. Non pas seulement occidentales, parce que tout le monde est concerné. Maintenant, il faudrait que quelqu'un puisse se taper du poing sur la table pour dire que non, that's enough. Mais apparemment, l'Afrique est muette, tout le monde se regarde, personne n'a envie de prendre la parole parce que certains pays menacent de couper les vivres financièrement. Donc, vous voyez, madame, nous sommes dans un monde de bisounours, de fous, de machiavéliques. La seule et unique solution, c'est la fermeté. Et si les gens apprennent à être fermes comme ceux de l'AES, vous allez voir que ce genre de choses ne va pas arriver. J'ai appris que le Burkina a encore fait un convoi d'armement pour pouvoir éradiquer totalement l'occupation des terroristes dans le nord-est de son pays. Donc, quoi de mieux que de choisir un bon partenaire pour en finir avec ça. Mais M. Tshisekedi lui-même est un vous-même, et qu'on dit français Cassius Belli, parce que lui-même est un peu dubitatif et aussi il est vacillant. Selon les informations que moi j'ai reçues, il aurait signé des accords secrets avec la France, il aurait signé des accords économiques avec Bruxelles, donc il se trouve dos au mur et on l'a menacé que si jamais il se rapproche de Poutine, c'est sa vie qui va en partie, lui et sa famille. Donc vous voyez, nous nous trouvons dans des situations très bizarres, un peu à la Côte d'Ivoire, comme disait une de vos auditrices il y a quelques jours, qu'un certain général Traite, qui a été nommé ambassadeur aujourd'hui, a lâché le président Gbagbo en plein vol parce qu'on l'a menacé. Donc, il a pensé à ses intérêts qu'aux intérêts nationaux en tant que soldat. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire sur ce sujet parce que c'est ça qui m'intéresse le plus. J'espère que l'Afrique des émancipés va pouvoir apporter sa petite pierre à l'édifice pour mettre la pression sur les Congolais afin qu'eux aussi prennent leur destinée en main et de sortir de cette... Parce qu'ils sont colonisés, il ne faut pas se blaguer. Pour moi, ce sont des pays colonisés, c'est un pays colonisé. Et ils sont sous un joug dont on doit tous, nous en tant qu'Africains, pouvoir les aider à se délivrer, se libérer totalement de cette emprise. Voilà, je vous dis merci beaucoup et puis très bientôt. Bye. Thank you so much. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Peter. Je pense avoir reconnu votre voix. Vous parlez d'une complexité qui ne dit pas son nom, mais que vous proposez la fermeté comme solution, la fermeté dans la réaction, mais vous relevez bien sûr cette épée de Damoclès qui se trouve sur la tête du président Tshisekedi. Je pense avoir un appelant, ce sera peut-être le dernier, Monsieur Ibrahim depuis le Niger. Allô, bonjour.
Oui, alors bonjour, madame, comment allez-vous ce matin? Allez-y, nous vous écoutons. Toutes mes salutations à tous les Africains, partout là où un Africain se trouve dans ce monde. Mon bonjour solennel à tous les Africains. Je voudrais participer, c'est dire, aujourd'hui, quand on regarde la médiation du jeune Sénégalais, le président, moi je me dis que c'est une faute de voir là-bas. Parce que quand je prends la cause de l'AS, aujourd'hui, quand le président du Sénégal dit qu'il va être pour la médiation entre Tshisekedi et Paul Kagame, non, il n'y a pas, c'est faux de voir. D'autant plus que qu'est-ce qui me retient à cœur? Quand Sonko faisait sa campagne, la première chose qu'il disait, c'est campagne, une fois arrivé au pouvoir, il va faire pour amener le contingent du Sénégal pour combattre pour ses frères qui sont au Mali. Mais aujourd'hui, c'est Sonko qui est au pouvoir. Si Diomaye Faye est au pouvoir, c'est Sonko qui est au pouvoir. Parce que si c'est à cause de Sonko, moi je fais jour et nuit. Quand je vois Sonko à l'époque, le fait que Sonko a eu à tous les policiers, à toute la gendarmerie du Sénégal, je pleurais pour lui parce que je vois un Hamamadou, le futur de père qui était décédé il n'y a même pas longtemps de cela. C'est ce que je vois envers Sonko. Mais aujourd'hui, c'est eux qui son ami un petit peu au pouvoir. Est-ce qu'il a tenu promesse? Moi, je me dis que Tshisekedi, il n'a même pas affaire à négocier avec des bandits. C'est des bandits. Et madame, aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. La Russie que vous voyez, allez-y dans le Coran, allez-y vérifier. Dieu a dit, à la fin du monde, il y a un grand pays de l'Est. Et ce pays de l'Est, ce n'est rien d'autre que c'est la Russie. Et aujourd'hui, quand vous voyez la Russie, il possède toute la richesse du sol que tu as. Si c'est de l'uranium, tout ce que tu possèdes, la Russie en a. Par exemple, aujourd'hui, souvent, on nous fait des fausses informations, on nous dit de ne pas aller changer de maître. Non, la Russie n'est pas là pour tout ça. C'est Dieu qui l'avait dit. À la fin du temps, il y a un grand pays d'Europe qui va venir et puis libérer tous les pays qui font tous les gens. Parce que si ce qu'il arrive à la table de négociation, c'est faux, c'est archi faux. Toujours, c'est pour le faire payer les ressources minéraux. Il n'y a rien, il n'a même pas, tu ne devrais même pas négocier avec des bandits. Il n'y a même pas. Aujourd'hui, nous, là, je suis à la frontière du Bénin. Quand à l'époque, notre président disait qu'il y a des bases qui sont là, ils sont là. Ils sont là, il y a des Français qui sont là. Tu vois, non? Et qu'est-ce que la France va amener? La France, aujourd'hui, vu que le Niger a coupé son uranium, aujourd'hui, tout le monde sait ce que la France est en train de donner. Tout le monde le voit aujourd'hui. C'est comme si on dit la France qui n'a pas de l'or, mais finalement on dit que la France est la troisième. Ils ont combien de l'or du sol? Alors qu'ils n'ont rien si ce n'est pas des portes dans leur pays. Cette médiation, ça ne tient pas. Kagame et Tshisekedi ne doivent même pas aller avec la médiation pour dire tu vas négocier avec des bandits ou bien prendre. Non, non, non. C'est de prendre son courage. Ou bien dans le cas, tisser une alliance avec l'AS. Aujourd'hui, tous les peuples africains doivent s'unir autour de l'AS. C'est la seule solution, c'est la seule solution. Sinon, le fait qu'ils vont nous conduire toujours à l'esclavagisme. Et ça, on devrait passer à ça. On devrait passer à ça. Madame, je vous jure, au nom du Dieu, j'ai fait un voyage en 2002-2003 avec des espions français. Qu'est-ce qu'ils entendent de la bouche du français? Vu que le Niger, à l'époque, possède un premier ministre qui connaît très bien ce pays. C'est Hama Amadou, le défunt. Dit malheureusement, la France ne peut jamais lutter pour gouverner le pays. C'est des mots que je retiens. J'ai voyagé, c'était des Français à l'entrée du Sahara, ils sont en train de parler de ça devant moi. Il disait que même malheureusement, la France ne va jamais laisser Hama Amadou gouverner ce pays. Et aujourd'hui, où est Hama? Il est décédé. Donc, Tshisekedi ne doit même pas faire des avec toi pour négocier avec Diomaye Faye. Non, ça ne tient pas. Parce que moi, la façon que j'ai vu Sonko dans ses campagnes, tout ce qu'il a eu à dire, et aujourd'hui, ce n'est pas la réalité. Parce que c'est eux-mêmes qui, auparavant, avant qu'on soit là, c'est de la CEDEAO, c'est même lui qu'on a choisi pour venir faire la même chose. On retourne là où, avec nos frères qui se sont centrés autour de notre ville, ils vont venir amener la guerre au Niger, pour faire la guerre au Niger.
Merci. Donc, Tshisekedi n'a qu'à aller tisser des relations avec la Russie. Et elle va voir son pays, ils seront instables. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. La Russie, là, tout celui qui connaît très bien le la Russie, tous les pays de ce monde. Merci à vous, Monsieur Ibrahim, depuis le Niger. Et c'est avec votre appel que va se refermer cette édition de For You Matin. Merci infiniment à chacun de vous qui nous suivez depuis la télévision, qui nous suivez depuis toutes nos plateformes digitales, notamment le chat de YouTube, les discussions sur la page officielle Facebook. Merci d'avoir réagi sur différents sujets concernant la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso. Merci d'avoir réagi sur l'implication ou l'entrée en médiation du président sénégalais Diomaye Faye. C'était le thème d'accueil. Et puis, nous avions pour thème principal la rencontre que nous allons suivre de très près entre les deux présidents, Tshisekedi et Kagame, au sommet régionaux conjoints les 7 et 8 février, si je ne m'abuse, concernant la crise en RDC. Alors, nous vous invitons à rester avec nous, rester sur votre chaîne de télévision For You Media Africa. Nous aurons l'édition de la mi-journée d'information For You Midi. Tout à l'heure, ce sera bilingue avec Njix et Foto. Puis nous aurons le point sur l'actualité à 18 h et bien sûr le grand journal. J'ai eu l'honneur de m'entretenir avec vous, de recevoir vos appels et de discuter de ces thèmes que nous avons donnés. À très vite. Merci.